Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion vraiment spéciale parce que le focus est entièrement sur le budget. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Comme chaque année, nous présentons au Conseil nos propositions budgétaires. Le tout a commencé le 16 octobre avec les présentations des commissions externes, comme vous en rappellerez. Le processus budgétaire s'est poursuivi la semaine dernière avec la présentation des budgets d'immobilisation. Et ce soir, c'est le tour des budgets de fonctionnement. D'eau et d'égout et celui général. Avant de passer la parole à notre trésorier, j'aimerais vous énumérer quelques éléments clés sur lesquels l'administration municipale s'est basée pour vous faire les propositions de budget. Nos propositions sont en accord avec les priorités du conseil municipal, celles du plan stratégique et celles de nos plans directeurs. Bien que nous ayons maintenu les budgets de base pour continuer d'offrir et de maintenir nos services de qualité, nous avons également investi dans les secteurs de l'environnement, le transport public, le logement, l'immigration et le développement futur de notre ville. La grande croissance de notre population dans les dernières années entraîne une augmentation de nos coûts de fonctionnement également. Toutefois, cette croissance s'accompagne également d'une augmentation de la valeur des propriétés pour nos résidents et résidentes. L'impact direct de l'augmentation de l'assiette fiscale nous permet d'absorber les coûts supplémentaires et de diminuer l'impact de l'augmentation de la valeur des propriétés pour nos résidents de l'ancien territoire et de maintenir l'augmentation prévue pour faire partie du plan de rattrapage présenté l'an dernier par nos résidents des anciens DSL de Greater Lake-Burn et de Scottsdale. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Thériault à procéder avec la présentation du budget 2024. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire, membres du conseil, collègues de travail et le public en général. Donc, nous y sommes. C'est maintenant les budgets de fonctionnement qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'ai mes collègues qui vont y participer aussi à tour de rôle lorsque c'est que je vais leur laisser la parole, surtout au niveau des dépenses, les one-shot deals qu'on appelle, donc les ponctuels. Et puis, vraiment, l'an passé, on avait commencé par l'eau et l'égout. Cette année, on va commencer par le fonctionnement général. On va faire ça un petit peu des deux, à part égale. Donc, qu'est-ce qu'on vous présente cette année? Comme vous pouvez voir, le taux 2023 était de 1,46 $. On vous propose cette année de 1,43 $, donc une réduction de 3 sous. Ça, c'est pour les résidents de l'ancien, si on veut, de l'ancien Dieppe, l'ancien territoire de Dieppe, avant les annexions des deux DSL de Greater Lake-Burn et de Scottsdale. Donc, ces derniers, comme Monsieur le directeur général, M. Melançon vient de le mentionner, on augmente de 5 cents, et ça fait partie du plan de rattrapage, puisque leur taux, comme on peut voir, est de 59 cents et de 51 cents, donc on propose. Leur taux au niveau des services partagés devrait être de 74 cents. Donc, le 1,43 $, vraiment, c'est qu'on divise par deux. Et justement, je vais passer à la deuxième diapositive pour vous expliquer. Donc, le taux résidentiel est vraiment divisé en deux montants, c'est-à-dire le taux du service partagé que tout le monde doit payer, peu importe où vous résidez dans le Dieppe, soit le DSL ou de l'ancien Dieppe, et le taux de services locaux qui est vraiment spécifique aux résidents de Dieppe, donc qui n'inclut pas les anciens DSL. Comme coût qui équivaut maintenant à 74 cents et en passant, l'an passé, ce taux-là était de 77 cents. Donc, oui, la ville de Dieppe a réduit notre taux de 1,46 $ à 1,43 $, mais le taux au niveau des DSL diminue également de 77 cents à 74 cents. Donc, l'écart, si on veut, entre le taux à payer et le taux actuel diminue. Donc, au niveau des taux partagés, on parle des services ici gouvernementaux. Donc, tous les services gouvernementaux au travers de la ville, à part qu'est-ce qui est transport. Donc, on enlève travaux publics, on enlève ingénierie, entre autres. On a les services récréatifs et culturels, les mesures d'urgence, donc les pompiers, police, autres comme la planification, les déchets,
Et aussi, on enlève, donc à ce moment-là, ça fait diminuer le taux, tous les revenus qui sont comme d'aréna, de la piscine, ces choses-là, pour arriver à un taux des services partagés de 74 cents. Donc, sur le 1,43 $, il y a 74 cents qui appartient, qui est, selon le gouvernement, le taux des services partagés. Donc, tout le monde doit le payer parce que tout le monde en bénéficie. À droite, on peut voir les taux de services locaux. Donc, celui-là, c'est ce taux-là que les DSL, ou les anciens DSL, je devrais dire, ne paient pas. Donc, c'est une réduction de 69 sous pour eux. Et ces coûts-là, c'est surtout les services reliés aux routes, transport, parce que eux, c'est la province qui s'en occupe et c'est la province qui va les taxer. Ce qui veut dire qu'il y a 41 sous qui se rajoutent sur le taux qu'on a vu tantôt. Donc, en bout de ligne, ils vont payer, mettons, 59 cents plus 41, donc équivaut à environ 1 $ en bout de ligne. Il y a aussi le transfert des coûts de l'eau. Comme des raisons, le service d'eau et d'égout ne seront pas là présentement, donc ils ne paient pas pour ce transfert de coûts-là que je vais vous démontrer un peu plus tard. Il y a la dette, capital de l'opération également n'est pas inclus. Autres comme les transferts à la réserve, les subventions, exécution d'arrêtés et aussi les transferts de la réserve est enlevé. Donc, c'est ce taux-là qui est déterminé à étant 69 cents qu'eux ne paient pas. Maintenant, ça fait une couple d'années maintenant que je vous la présente, cette diapositive-là, et je rajoute une année à chaque fois. Mais c'est pour vraiment vous démontrer qu'est-ce qu'une maison en 2021 qui équivalait à environ 300 000 $, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui et quelles sont les répercussions de cette maison avec les impôts fonciers. Donc, la première ligne d'en haut, on peut voir l'évaluation de la maison comme telle. La première année, 2022, ça a augmenté de 15 % en moyenne à Dieppe. En 2023, ça a augmenté de 25 % et en 2024, je n'ai pas le montant exact parce que la province n'a pas encore divulgué les taux ou plutôt les chiffres sur leur site web. Donc, ça s'est été repoussé à janvier. Donc, je fais totalement de la spéculation ici que c'est à 8 %. Ça peut être 12, ça peut être 5. Je ne suis pas sûr à 100 % qu'est-ce que c'est. Donc, pour fin de mon explication, j'ai estimé à 8 %. Donc, on peut voir que la maison qui a passé de 300 000 à près de 465 000. Dans le milieu, on peut voir l'évaluation pour fin de taxation. Donc, c'est là qu'on voit que le gouvernement, eux, a quand même un plan de sécurité envers les augmentations qu'il y a eu des années passées et c'était capé ou c'était maximisé à 10 %. Donc, on peut voir que la maison passe de 300, 330, 363, donc une augmentation de 10 % à chaque fois. Qui veut dire qu'il y a une différence, et c'est ça que le résident va voir sur la facture. Il va voir la vraie valeur de la maison, que la valeur que Service Nouveau-Brunswick est arrivé avec, moins une protection contre la hausse pour arriver justement au taux qui va être facturé ou à la valeur qui va être facturée de la maison. Donc, en bout de ligne, une maison de 465 000, quand on regarde sur la ligne 2024, aurait une réduction de 66 000, qui est vraiment la protection de la hausse, pour arriver à une maison d'environ 399 000. On applique le taux de 1,43, ça nous donne 5 700 environ que cette maison serait taxée dessus. Mais grâce aux 3 cents qu'on a diminué, donc au lieu, si on le réfacture à 1,46, en d'autres mots, ça aurait été à 120 $ de plus environ. Donc, c'est pour fin de comparaison. Puis si jamais vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Au niveau du taux non résidentiel, donc pour 2024, on peut voir la première colonne que c'est le taux résidentiel qui détermine premièrement le taux non résidentiel, qu'on multiplie par la suite par 1,65 pour arriver vraiment au taux non résidentiel pour on va dire les compagnies, si on veut, de Dieppe. Donc, ça passe de 2,41 arrondi à 2,36 $. Donc, c'est une réduction d'environ 5 sous de leur côté qui représente environ 2,1 % de diminution. Le taux de la province, l'an passé, était de 1,8560 $. Je pense qu'il va rester le même. Encore là, c'est une estimation de ma part. Il n'a pas encore sorti. Mais j'ai l'impression qu'il va demeurer le même, qui veut dire qu'en bout de ligne, c'est environ 5 sous sur le taux de taxe que le non résidentiel devrait recevoir en 2024.
Maintenant, on commence avec les budgets. Les budgets, cette année, il y a eu une augmentation de 8 millions. Donc, on a passé de 71,1 millions à 79,1 millions. Nos impôts fonciers ont augmenté de 6,8 millions. Les subventions ont diminué. Et ça, c'est un... Auparavant, on recevait 1 million, si vous vous rappelez bien, environ 1 million, 1,1 million. Ce montant-là réduit de 25 % à chaque année, à peu près, 20 à 25 %. La province est en train de le mettre à zéro, cette subvention-là. Donc, pour cette année, c'est environ 250 000 de réduction pour arriver à environ 700 000. Et les autres revenus. Avec les prochaines diapositives, vous aurez un petit peu plus de détails sur ces chiffres-là. Donc, pour l'impôt foncier comme tel, au point de vue de j'ai marqué le grand DIEP, je trouvais que ça paraissait beau, je ne savais plus comment nommer DIEP ainsi que les deux DSL, donc je les ai nommés le grand DIEP maintenant. On reçoit 65,1 millions. Ça, c'était qu'est-ce qu'on a reçu l'année passée en 2023. L'assiette fiscale de DIEP comme tel, donc l'ancien territoire de Dieppe, ça a augmenté de 8,1 millions, qui était un 12,5 % d'augmentation. Le 12,5 % d'augmentation est divisé en deux, c'est-à-dire il y a le résidentiel et il y a le non-résidentiel. Le résidentiel, lui, a augmenté de 16 %. Tantôt, je vous ai mentionné que ça avait augmenté de 8. J'ai fait un estimé, j'ai dit, bon, ben, je sais que ça a augmenté de 16 %. La problématique, je ne sais pas qu'est-ce qui a augmenté en termes d'augmentation de la valeur et qu'est-ce qui a augmenté en termes de nouvelles constructions. Donc, j'ai été moitié-moitié, j'ai pris 8 %. Donc, c'est là qu'est venu mon 8 %. Ça peut, on aura les chiffres un peu plus tard là-dessus. Mais pour le moment, on sait que le résidentiel lui a augmenté de 16 %. Ça représente environ 60-65 % de l'assiette fiscale. Le non-résidentiel, lui, a augmenté d'environ 5 %. Donc, on parle d'un 16 %, 5 %. On met ça ensemble, ça nous donne un 12,5 % overall. De là, on diminue le taux de taxe de 3 sous, donc c'est une économie de 1,5 million au niveau des résidents et non-résidents, non-résidentiels, je vais dire. En dernier lieu, les anciens DSL de Great Lake-Burt et de Scoudouc, eux, ont augmenté d'environ 200 000. Donc, c'est ça qui nous apporte maintenant au mandat actuel de 71,9 millions, qui donne 6,8 millions d'augmentation, en tout et partout. Pour ce qui est des autres revenus, donc comme on a vu tantôt, on parle d'une augmentation de 1,4 million. Donc, où est-ce que ça a augmenté? C'est surtout au niveau des transferts de la réserve. On peut voir que ça a passé à 1,63 million, comparativement à environ 1,1 million l'an passé. Qu'est-ce qu'on voit ici, le 1,63? C'est très stratégique, c'est-à-dire que ce sont les dépenses ponctuelles qui sont payées à même la réserve, donc qui ne fluctuent pas le côté opérationnel des budgets. Je prends ces argents-là au niveau de la réserve au lieu. On va voir tantôt tout le détail du 1,63, mais c'est ça qui est la stratégie en arrière, si on veut. J'ai sauté tantôt le surplus de 2022, donc qui était comparable au surplus de 2021, qui est environ 600 000. Le revenu des glaces de 1,6 milliard a augmenté de 260 000 et le revenu des centres aquatiques a augmenté de 140 000 pour un budget de 650 000. Dans les deux cas, je suis sûr que vous vous rappelez quand même assez bien que le COVID qui est encore présent aujourd'hui, mais la période de COVID qu'on a vraiment connue, il y a eu des grosses diminutions au niveau des arénas, diminutions au niveau des centres aquatiques. Donc, les budgets de 2023 ont été basés sur des chiffres de 2022 qu'avait connu un peu le COVID. Donc, ça avait été un peu sous-estimé, si on veut. Maintenant, on est vraiment à une période après COVID. Les arénas sont quand même à pleine capacité. En plus, qu'on a une quatrième glace qui est vraiment à plein rendement versus qu'est-ce qu'on n'avait pas en 2022. Donc, tout ça a fait en sorte qu'il y a des augmentations de ce côté-là. Les permis de construction, eux, on a jugé bon d'augmenter de 250 000. Il faut se rappeler que on est encore en période de record. Il rentre, ça fait 3 ans en ligne, qu'on a environ 1 million de permis de construction. On avait comme budget 500, 600 000. Donc, lui, on l'a augmenté vraiment un peu plus de 250 000 pour refléter un petit peu plus la réalité, ce côté-là. La taxe sur hébergement, eh bien, les hôtels, c'est vraiment les taxes au niveau des 4 hôtels qu'on a ici à Dieppe.
ça augmente. Ça, c'est le côté brut, donc le revenu brut, le 100% du revenu. Plus tard dans la présentation, vous allez voir qu'il y a quand même un 76% qui sort et qui s'en va envers destination Dieppe-Moncton. Et puis les autres revenus, on parle ici d'une augmentation de 200 000, donc pour un budget de 750 000. Les autres revenus en parlent surtout comme des revenus de placement, parce que là, les intérêts augmentent et nos encaisses augmentent, qui font en sorte qu'on reçoit un petit peu plus d'argent de ce côté-là. Il y a aussi au niveau des loyers, tant au niveau du poste de pompier, où on loue le deuxième étage, que le parc Rotary, par exemple. Donc, ça, ce sont des revenus additionnels qui équivaut environ à 200 000 $. Sur cette diapositive ici, on peut voir comment que les budgets ont passé de 71 millions l'an passé à 79 millions cette année, donc une augmentation de 8 millions. En premier lieu, on voit qu'on débute avec les 71 millions. J'enlève le transfert à la réserve de l'an passé, ainsi que les ponctuels de 2023, pour arriver à un budget de base de 69 millions. Donc, c'est vraiment ce montant-là puisque les deux autres dépenses que je viens de mentionner sont plutôt de matière ponctuelle, donc qui n'arrivent qu'une seule fois, autant les transferts à la réserve que les ponctuels, je les enlève pour arriver vraiment à un budget de base. Du budget de base, maintenant, quelles sont les dépenses qui ont fait en sorte qu'on arrive au budget de 19,1? On parle des transferts à la réserve de 2,1 millions, des ponctuels de 2024, puis dans les 4 cas ici ou les 5 cas, j'ai les diapositives qui vont toutes vous expliquer un peu plus en détail ces chiffres-là. Donc, les nouveautés de 2024 de 1,5 million. Gestion des actifs, on essaye toujours d'augmenter le plus qu'on peut ce côté-là, donc 1,2 million. Et les dépenses existantes. Donc, on commence avec les réserves. L'an passé, on avait un budget de 800 000 au niveau des réserves. Donc, on transférait 800 000 $. Puis ça vient du plan financier. C'est-à-dire, le plan financier nous dit que tout surplus qu'il y a dans une année et qui est reporté à l'autre année devrait être transféré à la réserve immédiatement. Donc, on ne prend pas ces argents-là qui nous arrivent pour balancer nos budgets. On le prend et on le met en réserve. Et ensuite de ça, selon le plan financier, lorsque c'est que ça arrive à la réserve, on regarde est-ce que la réserve de fonctionnement est à maximum. Si oui, à ce moment-là, on la transfère dans la réserve de capitaux. Ça, c'est fait à la fin de l'année. C'est qu'est-ce que c'est qu'on va passer au travers vers la mi-décembre. Donc, le premier 600 000 qu'on peut voir en 2023 était les surplus de l'année 2021. Et il y avait un 200 000 qui était les surplus envisagés de 2023 qu'on a transférés en réserve. Pour 2024, on parle de, encore une fois, 600 000. Donc, les surplus étaient pas mal égales, c'est-à-dire en 2021 et 2022. Et il y a 1,5 million qui est les surplus envisagés de 2024 qu'on envoie en réserve d'immobilisation. Ces surplus, c'est vraiment que pour l'année 2024, donc c'est la différence entre les revenus qu'on s'attend d'avoir et les dépenses qu'on s'attend d'avoir. Donc, il y a 1,5 million de plus. Qu'est-ce qui est prudent ici? Comme qu'on a connu justement cette année, il y a même des travaux au niveau d'immobilisation de 2023 qu'on a dû repousser parce que ça a rentré beaucoup plus haut, presque le double de ce que c'est qu'on avait budgété. Donc, on était obligé à certains endroits de ne pas faire l'ouvrage, ou on l'a fait, mais on a été obligé d'aller puiser dans la réserve justement pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu ça que ce 1,5 million-là, ça va être son rôle en d'autres mots. Au niveau des dépenses ponctuelles, donc de 1,6 million, je les ai divisées en deux. Donc, la première portion, qui est les 3 premiers qui est mentionné ici, c'est vraiment les dépenses de l'an passé qui se poursuivent en 2024, donc qui n'a pas eu lieu ou qui se poursuit. C'est-à-dire, la signalisation du centre-ville était un projet qui était censé être fait l'an passé, ça n'a pas eu lieu. On l'a remis en réserve pour le reprendre en 2024. Donc, ça devient un ponctuel, mais il l'était aussi l'an passé. Mais il n'a pas été fait, donc il est de nouveau ici. Le coût de l'incendie de 250 000. Celui-là, on est à l'année 4 de 4. Si vous vous rappelez, ou certains d'entre vous se rappellent, en 2019, l'eau et l'égout ont connu un déficit de 2,7 millions. À ce moment-là, le 2,7, selon les règles de la province,
on peut l'échelonner sur 4 ans, donc l'absorber sur 4 ans. 2021 étant la première année, donc on a absorbé 175 000. À ce moment-là, pour aider l'eau et l'égout, le budget de fonctionnement général a envoyé un 250 000 par année, donc un 1 million en tout et partout, pour aider à absorber cette perte-là pour l'eau et l'égout. Donc là, on est vraiment à la dernière année de ce déficit-là qu'on est en train d'absorber. Le 135 000 ici, programme de rénovation de bâtiments, vous avez eu la présentation la semaine dernière, justement, quand vous a présenté qu'il y avait 465 000 qui était budgété pour les rénovations de bâtiments versus un budget de 350 000. Donc ici, c'est le 135 000 qu'on va chercher de la réserve. Pour le dernier morceau, donc ma deuxième partie, qui est le 1,1 million des demandes ponctuelles, je vais demander à mes collègues de travail de vous les expliquer au fur et à mesure qu'ils vont apparaître sur l'écran juste ici. Donc, en commençant par M. Melançon, s'il vous plaît. Oui, alors ici, le premier sujet, c'est l'étude de faisabilité au niveau du marché de Dieppe. Alors, vous savez que c'est un bijou de notre centre-ville, l'un des bijoux du centre-ville. Alors, on est en train de voir et explorer qu'est-ce qu'on peut possiblement apporter comme dossier plus vivant, alors le faire vivre 7 jours semaine. Alors, ici, on propose d'aller faire une étude de faisabilité et de préparer un dossier pour éventuellement aller solliciter de l'appui financier au niveau des 2 paliers du gouvernement. Alors ici, on a une enveloppe qui va voir à procéder avec l'étude et aussi d'avoir une entité qui va pouvoir faire la gestion du dossier jusqu'à la livraison de l'étude de faisabilité. Alors, c'est ça qui est le premier dossier. Le deuxième, on a reçu les chiffres au niveau de Statistique Canada au niveau de la francophonie et comme que notre plan stratégique et notre vision est qu'on est une municipalité francophone avec les services bilingues. On offre les services en français et en anglais. Alors nous, on vous propose de vous arriver avec un plan d'action, avec des initiatives qui vont inciter et qui vont mettre la municipalité de Dieppe de l'avant dans des initiatives francophones afin d'attirer des gens qui vont se relocaliser ou qui vont déménager dans notre belle municipalité. Alors, on a une enveloppe de 100 000 qui va nous permettre d'avoir des actions concrètes avec un plan d'action qui vous sera proposé dans le début de la prochaine année. Alors, les 2 premières initiatives, c'est qu'est-ce qu'on vous propose. Et la troisième, c'est notre planification stratégique que Marie-Claude Landry, c'est le temps de renouveler ou de réviser notre plan stratégique en 2024. Alors, c'est pour aller de l'avant avec un exercice de retien un consultant pour entamer une démarche. Et également, on veut aller un peu plus loin cette fois-ci avec des mesurables. Alors, on veut avoir des objectifs qui se mesurent et qui vont démontrer si on progresse et qu'on réalise les actions qu'on se propose de notre plan stratégique. Alors, les 3 premières initiatives, c'est un résumé de qu'est-ce qu'on vous propose. Le suivant. Alors, bonsoir. Je vais faire les 4 prochains. Alors, la protection du système électrique à l'Uniplex, c'est qu'on a découvert les dernières années au niveau de la tension, de variation au niveau de la tension et de interférence également. Parfois, il y a plus d'énergie, parfois, il y en a moins qui entrent dans le bâtiment. Et puis, on a un peu de travail à faire là pour protéger tout notre réseau électrique à l'intérieur du bâtiment. Alors, ça, c'est le premier. C'est pour éviter les dommages à nos équipements. Parce qu'on dirait ça en anglais, là, parfois, ils disent que ça peut shorter ou des choses comme ça, là. Alors, la démolition du centre Dover, si vous vous en souvenez, on est en train de construire actuellement les services sanitaires au parc Dover. On a également inclus dans ce bâtiment une salle pour les groupes communautaires, entre autres Soccer Dieppe et les autres utilisateurs. On parle d'un édifice qui date de 1951. On a fait une évaluation au niveau de la sécurité, au niveau du bâtiment. La dernière année, on a dû la fermer pour un certain temps parce que des endroits, ça se décomposait. La dégradation structurelle se fait également sur le bâtiment. Et puis, nous, on recommande cette démolition-là. C'est quelque chose qu'on avait considéré il y a plusieurs années passées, mais qu'on a réussi à le maintenir à quand même un coût raisonnable. Là, maintenant, si on veut le garder, on parle d'une rénovation
total du bâtiment au niveau de la structure et ainsi de suite. Je n'ai pas le chiffre à avancer de ce côté-là parce que nous, on recommande la démolition du centre comme tel. Le prochain panneau de contrôle, c'est tout simplement un panneau excuse-moi, j'ai-tu sauté? Hein? Rénovation hôtel de ville, excusez, ça le dit par soi-même. C'est deux nouveaux bureaux qui vont être aménagés à l'hôtel de ville. Puis, au niveau du centre aquatique, c'est le panneau de contrôle. Au niveau de la qualité de l'eau, c'est tout simplement, on est dans un environnement humide, également avec du sel. Et puis, le système, il y a de la corrosion et puis il faut le remplacer. Ça fait qu'en fin de compte, ça, c'est le 4e item. Merci. Question, Madame Leboutier. Oui, merci. C'était pour les items avant. J'essaie de comprendre l'étude de faisabilité, 180 000 $ pour le marché. Normalement, c'est une corporation qui gère le marché. Donc, est-ce que c'est nous, la Ville de Dieppe, qui va prendre maintenant la tutelle de ça ou comment ça va fonctionner? Alors, le marché de Dieppe appartient à la municipalité. Alors, oui. C'est une propriété de la municipalité. Alors, nous, on voit qu'il y a des potentiels plus que juste le marché dans l'édifice. Alors, on se propose de prendre charge des responsabilités financières pour l'étude de faisabilité pour identifier au maximum le potentiel de qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément qui se complémenterait avec le marché de Dieppe. Alors, on est vraiment, tout est sur la table. Est-ce que c'est du logement abordable qui pourrait s'intégrer en hauteur? Est-ce que c'est des endroits de location qu'il pourrait avoir? Alors, on se propose de tout mettre sur la table et d'arriver avec quelque chose qui pourrait peut-être, qui vous seront proposés au conseil municipal, mais qui pourrait complémenter notre centre-ville. OK. Mon autre question, c'est pour, encore une fois, pour arriver au coût. Est-ce qu'on va avoir des plans architecturaux ou c'est... On va avoir des plans concept prêts pour qu'on puisse soumettre des demandes d'aide financière. Alors, on va avoir un dossier complet qu'on puisse soumettre des demandes. OK, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a le prix exact? On se donne un enveloppe. OK. Donc, c'est beaucoup plus qu'un plan de faisabilité. Exact. Parfait. Merci. Merci. Conseillère Mélissa. Merci, Monsieur le maire. Ma question est par rapport à la démolition du centre Dover. Est-ce qu'il y a, donc, il n'y a pas eu d'estimation de qu'est-ce qui seraient les coûts pour la rénover? Non. Non. Bien, dans le rapport qu'on a reçu lorsqu'on a fait évaluer le bâtiment, un exemple seulement, l'entrée ou la sortie en arrière, on doit investir 190 000 tout simplement pour sécuriser l'entrée. Alors, on ne le rend pas quand même conforme à les codes d'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui seraient quand même correctes. Là, mais l'évaluation totale du bâtiment, on avait demandé au niveau de qu'est-ce qu'on devait faire pour la maintenir ouverte. On n'avait pas demandé qu'est-ce qu'on devait faire pour la rénover. Okay. Fait que c'était vraiment juste pour la maintenir ouverte. Puis le 190 qu'on devrait mettre, ça c'est un morceau parmi plusieurs. Puis je pense que l'année 2 et 3, c'est des plus gros montants. Je n'ai pas de rapport avec moi, mais... OK. Ouais. Parce que si on avait voulu, par exemple, le garder pour des groupes communautaires ou des choses qui se passent dans ce coin-là de la ville, il n'y aurait pas eu de financement possible d'autres paliers ou pour pouvoir comme maintenir d'avoir un centre dans ce coin-là. Alors, on n'a pas examiné ça. Ouais. Comme je dis, je n'ai pas le chiffre, mais on parle de millions de dollars avec un S probablement, quelques millions de dollars pour rénover le bâtiment. Ça fait qu'on n'a pas regardé. Si jamais c'est plutôt ça qui est votre désir, ben, c'est une autre analyse qu'on devra faire. OK. Puis, est-ce qu'il y a comme des besoins, peut-être avec le côté loisir, qui a été analysé de garder un immeuble dans ce coin-là? Ou... Ben, au niveau loisir, Denis, je sais qu'il a rencontré des groupes. Je ne sais pas si Denis veut en ajouter. Oui. Donc, pour tout de suite, le groupe majeur qui était là était le groupe de soccer. Donc, on a eu quelques rencontres avec eux. Donc, le nouveau bâtiment, donc le service sanitaire va répondre à une certaine de leurs besoins. Okay. Peut-être pas toutes, mais on a en train de travailler avec eux aussi pour l'accès aux écoles puis accès à d'autres talents. Donc, il y a des discussions avec Soccer Dieppe, qui était le plus gros utilisateur du centre Dover. Puis, si je ne me trompe pas, il y avait du billard à la cave, mais ils ont sorti de là à un moment donné parce qu'il y avait des défis pour eux aussi. Mais Soccer a été communiqué. OK. Merci. Merci. Pas d'autres questions?
Alors, on va continuer. Donc, au niveau des communications, on a une demande ponctuelle pour des items promotionnels, entre autres pour l'accueil de nos nouveaux résidents et aussi parce qu'en 2024, ce sera le 15e anniversaire du centre aquatique. Donc, des items seront faits pour souligner cet anniversaire-là. Puis, en 2024, ce sera aussi le 10e anniversaire de notre politique de participation publique. Alors, on s'est dit que c'était l'occasion d'en faire une révision. Question de la part des membres du Conseil? Il semble que non, alors on va continuer. Bonsoir. Bonsoir. Donc, au niveau du service d'immigration, donc en fait, c'est de la mise à jour de la stratégie des DIEP en matière d'immigration. La première stratégie arrive déjà à sa fin, donc c'est la conclusion de celle-ci puis le développement de la future stratégie ou de la mise à jour. Par la suite, on a aussi les collaborations avec Moncton et Riverview. Donc, on a une entente de principe sur laquelle on partage les coûts d'initiatives régionales. Puis, donc, en fait, ce montant-là est vraiment pour... parce que le Grand Moncton va aussi développer sa nouvelle stratégie en matière d'immigration. Donc, on partage les coûts à ce niveau-là, au niveau des guides des nouveaux arrivants. Donc, il y a plusieurs coûts sur lesquels on partage. Question? Le prochain ou la prochaine? Oh. Marc. Non, l'autre Marc. L'autre Marc. Excuse-moi. Chef. Bonsoir, membre du Conseil, Monsieur le maire. Ma demande ponctuelle pour 2024, c'était une somme d'argent pour pouvoir acheter un programme de Guardian IMS, qui est un outil 3.1 pour les mesures d'urgence. Ça fait que je sais que le Conseil a demandé à quelques reprises qu'on avait un système d'alerte publique. Ça fait que ça serait un système d'alerte publique pour les urgences d'envergure, mais aussi un outil de logiciel de gestion et aussi une application tableau de bord pour les appareils intelligents. Puis le système qu'on propose, c'est le même système qui est présentement actif à la ville de Moncton et Riverview. Ça fait qu'on aurait les trois villes auraient le même outil. Merci. Question? Non? Alors, on continue avec loisir. Donc, je vais faire les trois prochains points. Donc, le premier, comme vous le savez, le paysage du tourisme a changé dans les dernières années avec la pandémie. Donc, on avait une stratégie touristique 2019-2023 qui se termine. On a ajouté aussi une gestionnaire des initiatives touristiques dans le département des loisirs. Donc, on veut juste faire un plan d'action pour qu'on puisse se guider puis se positionner au niveau du tourisme pour la ville de Dieppe. Donc, une stratégie puis un plan d'action pour accomplir ça dans les prochaines années. Puis une stratégie d'attraction et d'événements. Donc, on essaie de voir une façon dans les prochains 5 ans comment est-ce qu'on fait pour cibler les bons événements, pas juste sportifs, mais aussi culturels. Donc, comment est-ce qu'on fait pour cibler les bons événements avec la capacité qu'on a ici à Dieppe, avec les installations qu'on a. Donc, de quelle façon on fait pour s'aligner pour dans les prochains 5 ans, on peut bien aligner les événements. Il y en a plusieurs, mais on veut s'assurer qu'on s'aligne très bien pour avoir du succès. Donc, c'est une stratégie pour se permettre de bien faire. Puis le prochain projet, c'est celui-là à Pauline Cormier qui n'est pas ici, donc je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux. Donc, je pense qu'elle avait fait une présentation il y a quelques semaines sur le projet Toponimiel. Donc, c'est un projet qui veut voir des affiches dans nos sentiers qui sont nommées après des femmes qui ont été influentes dans la communauté. Donc, c'est un peu ça le projet de Toponimiel. Merci. Question? Alors, c'est clair. Merci beaucoup. On continue. Bonsoir, M. le maire et chers membres du conseil. Un item au niveau de la mobilité urbaine, donc c'est pour l'étude de stationnement. Donc, un montant de 25 000 pour une enveloppe de fonctionnement pour débuter la mise en place des recommandations du rapport qui a été déposé en 2022. Donc, notamment, ce qu'on envisage de regarder à l'amélioration de la signalisation et de l'affichage dans le stationnement, puis également regarder aux options d'outils de gestion du stationnement. Donc, ce serait ça un peu le focus pour 2024 par rapport à ça. Question? Oh, les lumières s'allument. Madame Godbout. Une question très simple. On avait parlé aussi dans la mise en place de signalisation aussi dans les pistes et les autres choses. Est-ce que ça s'étend à ça aussi?
Ou est-ce que c'est juste dans les stationnements? C'est ça que je me demandais. Dans ce cas ici, ce serait seulement stationnement, mais à ma connaissance, il y a un effort aussi à ce niveau-là. Là. Les pistes ailleurs, dans les budgets existants. OK, merci. Merci. Madame Leboutier. Merci beaucoup. C'était dans les mêmes veines. L'étude, est-ce que ce serait possible qu'il regarde à considérer à rendre l'information de notre stationnement accessible via le site qui est utilisé pour le Grand Moncton? Certainement, oui. Ça serait voir quels sont les... Parce que, puis je trouve ça beau en passant, on utilise justement, qu'on vient de voir, là, le Grand Moncton, on essaie, je pense, le plus possible, ça serait d'essayer d'utiliser les mêmes outils si ça avantage, parce qu'on a quand même non seulement un pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'utilisation. On peut être partout. Ça fait que celui-là, j'ai vu que les stationnements sont disponibles à Moncton via leur site, qui est le même sur le tronçon d'autoroute. Ça fait que ça serait bien de regarder à est-ce qu'on est loin de là, ça coûte combien, etc. Ça va prendre ça en note. Merci beaucoup. Oui. Rien d'autre? Merci. Madame Godbout. Dernière petite question. Quand on parle de stationnement, c'est-tu seulement stationnement véhicule ou est-ce qu'on regarde aussi les bicycles et d'autres choses? Il y aurait certainement un focus sur le stationnement véhiculaire, mais c'est un bon point que vous relevez là, en termes de stationnement aussi pour le transport actif. Là. Ça tomberait vraiment plus sur l'enveloppe de transport actif en termes de recommandations du plan directeur, mais il y a certainement un effort à ce niveau-là aussi. Il y a un là. lien entre les deux, là, Oui. à savoir en termes de les emplacements, etc. Oui. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non? Alors, on continue. Merci. Merci. Madame Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci. Donc, pour la dernière demande, M. Girard est absent ce soir, donc je vais essayer de l'expliquer. Comme vous savez, avec la croissance qu'on fait face les dernières années, en fait, il y a eu 2700 logements de créés en 2020 et 2023. Et aussi, suite à notre demande au Fonds d'accélération sur la création de logements, on a 2 initiatives qui sont proposées. Donc, une stratégie de croissance urbaine et un plan secondaire pour les secteurs en développement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment bien encadrer et guider le développement futur, aussi impliquer le public, donc qu'ils puissent nous aider avec quelles sortes de villes qu'ils veulent voir et tout ça. Et ces documents vont aussi nous servir pour la révision du plan municipal et de l'arrêté de zonage qui va se faire en 2025 et 2027. Donc, ce sera des documents importants pour notre planification future. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, lors de la réunion des cités la semaine dernière, c'était un des éléments de discussion qui est probablement duré le plus longtemps parmi les différentes présentations qu'on a reçues du gouvernement provincial spécifiquement. Puis on a parlé évidemment de nos ambitions dans certains secteurs dont je ne peux pas parler tout de suite ici, là, mais qu'on a déjà discuté au niveau du Conseil. Par contre, il semblerait avoir un grand intérêt de faire avancer les choses rapidement au niveau de la province. Ils ne sont pas nécessairement reconnus pour ça, mais si les bottines suivent les babines, on sera correct. Merci. Oh, c'est moi, question. C'est peut-être dirigé à peut-être M. Melançon serait mieux placé. Quand on regarde le processus de préparation du budget pour les demandes ponctuelles, peux-tu nous décrire le processus que la Ville utilise pour arriver avec ces projets ici à proposer? Alors, on a toute l'équipe de direction a soumis des projets. Alors, on en a bien plus que qu'est-ce que vous voyez ce soir. Vous avez des gens très attentifs dans la foule ce soir. Alors, on a fait l'exercice de voir qu'est-ce qui s'aligne avec nos plans stratégiques, nos priorités, les projets à venir. Et c'est pourquoi qu'on est arrivé avec la liste que vous voyez ici devant vous ce soir. Alors, on fait une évaluation exhaustive avec l'équipe stratégique également pour s'assurer que ça s'aligne avec nos priorités et de voir aussi qu'est-ce qui doit aller avant certaines autres initiatives. Alors, on essaie de faire une réflexion sur l'ordre chronologique des choses et aussi selon notre capacité de faire les choses, tant au niveau financier que ressources humaines. Je présume aussi, avec le talent qu'on a dans notre ville, qu'on a des idées qui ont été quand même présentées, mais qui n'ont pas été jugées prêtes à ce moment ici, peut-être, à présenter, ou l'ordre dans lequel ce n'était pas le bon timing, ou pour toute autre raison. Est-ce que dans le cadre de votre exercice, vous faites une réévaluation de ces choses-là au courant de l'année pour voir s'il n'y a pas des projets qu'on n'a pas eu l'occasion de
présenté ou n'était pas prêt le mois de novembre, qui serait peut-être prêt au courant de l'année, qu'on pourrait bénéficier. Ça fait partie de votre processus, ça? Oui, c'est certain que s'il y a des opportunités qui se présentent, on va certainement les regarder en cours de route si jamais il y a des opportunités ou des situations qui se présentent. Mais je vous dirais qu'on a une équipe ici qu'on a intégré 3 nouveaux services. Là, il y a des éléments de base que chacun doit mettre en place. Il y a des actions qui ont été mises en place rapidement, telles que l'arrêté sur les arbres. Alors, il faut prendre le temps de digérer tout ça, mettre les équipes en place pour pouvoir gérer et réussir les attentes et les objectifs. Alors, en cours de route, s'il y a des opportunités qui se présentent, on va certainement regarder les éléments, mais pour le moment, je peux vous assurer que la charge est assez chargée pour chacun des services, puis on va s'assurer que qu'est-ce qui est promis, on va l'exécuter, puis on va pouvoir présenter ça dans notre rapport annuel, que tout a été complété. Merci. Merci. S'il n'y a personne d'autre, on va continuer avec notre trésorier favori. Merci, M. le maire. Donc, en troisième lieu, on vient de parler des ponctuels, on a parlé des transferts à la réserve. Là, maintenant, c'est les dépenses nouvelles. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que c'est qui est nouveau et qui va se poursuivre dans les années futures. Ici, en premier lieu, on parle des nouvelles demandes de ressources humaines qui équivaut dans nos budgets de 2024 à 900 000 $ environ. Et je vais demander à ma collègue de travail, ici présente, Mme Barriot, de vous présenter les 2 prochaines diapositives. Merci, M. Thériault. Bonsoir, M. le maire, conseillère. Bon, c'est comme que M. Thériault a mentionné, j'ai 2 diapositives qui vont lister les nouveaux postes en ressources humaines proposés pour 2024. Les 2 premiers, le gestionnaire en foresterie urbaine et le soutien technique en TI, c'était 2 postes qu'on a déjà venus au conseiller pendant l'année pour l'approbation. Donc, on est déjà venu en 2023 pour l'approbation. Puis, les postes, on avait eu une directive spéciale particulière pour ces 2-là pour les combler en 2023. Mais on les inclut à la diapo et on les inclut pour les attribuer concrètement au budget 2024. C'est pour ça qu'ils sont à la demande. Ça fait que c'est pour expliquer les 2 premiers. Les autres, c'est vraiment des nouveaux. Excuse. Le premier, là, le troisième listé, c'est un commis en ressources humaines et pour la division des services organisationnels. Donc, c'est un poste majoritairement contribué au RH, mais aussi qui viendra en support pour les autres services de la division, donc TI, les communications, les finances, l'amélioration continue. L'autre, c'est un conseiller en aménagement et en construction. C'est un poste proposé au service de planification et développement. L'autre, c'est un ingénieur de projet junior, donc au service d'ingénierie. Et le dernier listé sur cette diapo, c'est un préposé aux réservations dans le service des développements communautaires. Ensuite, pour les 2 autres, c'est 2 postes au sein de l'équipe des TI, donc un spécialiste géomatique et un programmeur analyste, donc 2 nouveaux postes au sein du service des TI. Et ensuite, on propose 2 agents d'exécution des arrêtés pour le bureau du greffe. Puis, je ne vais pas en dire plus là, mais c'est vraiment dû à l'agrandissement du territoire, plus ou moins. Pour les 3 autres qui s'en viennent, là, les 3 conversions en travaux publics, 4 conversions en installation et 5 conversions pour un poste hybride aux opérations. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire. Ça fait que ça, c'est un total de 12 conversions qu'on cherche à faire au centre des opérations, listés dans les différents secteurs. Ça, c'est des postes qui existent maintenant, mais c'est des postes auxiliaires. Ça fait que ça qu'on demande, c'est les convertir d'un poste auxiliaire à un poste temps plein permanent.
OK? Ça fait que au lieu d'être au budget pour, mettons, 35 semaines pour l'année, il deviendrait vraiment pour les 52 semaines. Ça fait que c'est pas mal ça qui explique comme les 12 conversions. Là, encore une fois, c'est 3 conversions d'ouvriers aux travaux publics, 4 conversions préposées à l'entretien en installation. Puis là, on propose un nouveau poste hybride, 5 conversions hybrides pour une partie de l'année que l'employé travaillerait aux travaux publics et l'autre partie en installation. Donc, en sommaire, 2 postes qui ont déjà été approuvés cette année, juste les mettre concrètement au budget 2024, 8 nouveaux postes dans des services divers et 12 conversions de postes auxiliaires à des postes permanents temps plein. C'est tout. Merci. Merci. Question, Mme Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. C'est juste une question d'information, puis vous m'excuserez, je pense que j'ai posé la même question l'année passée, mais j'espère que ça va rester soit ici. Dans le coût global, lorsqu'on parle, je vous donne juste un exemple, ben dans le 1,5 million de ces demandes-là, est-ce qu'on regarde au coût total des emplois qui comprend le coût de pension, etc.? Oui? Oui. Merci beaucoup. De rien. Madame Godbout. Merci. Peux-tu me faire un rappel du nombre d'employés qu'on a tout de suite à la ville de Dieppe? Oui, on est à peu près, là, je regarde Stéphane, mais je dirais 220. C'est quand même un petit pourcentage, en termes de pourcentage d'augmentation, c'est quand même petit en termes de chiffres. Mais j'avais quand même une question à savoir, quand vous regardez l'ajout de postes permanents et de postes en général, je ne vois pas de poste de soutien administratif. Puis souvent, je suis toujours inquiète qu'on met beaucoup de charges et demandes et on ajoute la charge sur nos gestionnaires, nos employés, sans nécessairement avoir de soutien administratif qui nécessite le soutien qu'ils ont besoin pour bien faire le travail qu'ils sont actually embauchés pour faire. Parce que moi, je veux qu'ils fassent la gestion et d'autres choses et pas un manquement de soutien administratif. Alors, c'est quoi le ratio qu'on a tout de suite? Puis, à quel moment que tu commences à regarder ça comme un enjeu, à penser qu'il va falloir qu'on regarde aussi un soutien administratif pour des postes? Puis, je sais pas justement le ratio pour dire, là, mais c'est sûr qu'on a un intérêt de savoir que c'est sûr qu'on a des soutiens administratifs pour peut-être plusieurs services ensemble. Puis, tu sais, on se parle quand même aux réunions de direction, puis ma porte est toujours ouverte pour avoir ces discussions-là avec mes collègues. Puis, c'est sûr qu'on a des postes en ce moment en soutien administratif déjà pour certaines divisions, certains services. Ça fait que pour le ratio exact, il n'y a pas de chiffre magique, là, mais je vous dirais que c'est une discussion active qu'on a à l'interne. Bien, merci, je suis contente d'entendre ça. Je trouve que c'est important d'avoir cette discussion-là active parce que c'est quelque chose qui monte tranquillement, puis on ne s'en aperçoit pas, puis malheureusement, on brûle nos gens en le faisant, puis c'est pas notre intention du tout, mais c'est toujours quelque chose que je suis sensible à voir. Alors, merci. De rien. Pas d'autres questions? Alors, merci pour votre présentation. Merci. Juste une petite spécification là, pour Mme Leboutier. Tantôt, vous avez mentionné 1,5 million. C'était 900 000 du 1,5 million qui était pour les nouveaux employés ou les nouveaux postes. Et puis, le 600 000 qui reste, c'est ça que je vais vous présenter à l'instant. Donc, pour les autres nouvelles demandes, donc de 600 000 environ, on parle de la GRC qui est venue nous voir justement pas longtemps passé pour nous demander 4 policiers de plus et 3 personnels de bureau de plus. Donc, pour nous, c'est comme des nouveautés. Ça représente environ 200 000 de leur demande budgétaire. Il y a des nouveaux logiciels, donc de 35 000 qui est demandé. Ici, on parle au niveau surtout des logiciels de sécurité, par exemple. On veut bonifier le transport à la demande et aussi le service au niveau des jours fériés. Donc, ça équivaut environ à 68 000 Il y a les événements à Musicor. Donc, on met un budget, cette fois-ci, de 130 000 par année pour, justement, aider envers ces événements-là. 40 000 au niveau de la subvention de Projeunesse. Ici, vous allez dire, oui, mais Projeunesse, ça existe déjà. Donc, oui, ça existait déjà. Cependant, l'an passé, on avait plutôt, ou dans les années passées, je pourrais dire,
On avait un employé qui était dédié à cela. L'employé en question n'est plus à la ville. Et puisqu'elle était partie à ce moment-là, on avait pris ce budget-là et on avait fait autre chose avec. Ici, on recommence à nouveau pour dire vraiment, on va leur donner une subvention au lieu de leur dédier un employé, car on pensait pouvoir offrir ce service-là et finalement, on ne peut pas. Donc, on veut vraiment aller envers une subvention au lieu. On propose ici un 65 000 envers la programmation pour des événements francophones et un 50 000 envers des consultations envers des groupes communautaires, donc pour les aider, surtout de ce côté-là. Donc ça je ne sais pas si vous avez des questions avant que je passe à la prochaine, mais c'est l'ensemble des nouvelles demandes qui va se... Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Le 200 000 pour la GRC pour ajouter 4 policiers et 3 personnels de bureau, est-ce que c'est déjà inclus dans le budget qu'on paye à la GRC? Oui, c'est-à-dire que c'est l'impact de leur demande budgétaire envers nos budgets et pour nous, ça représente 200 000 de plus. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont demandé? Ouais. OK, c'est beau, merci. Madame Leboutier. C'était la même question. OK. Merci. Prochain item. Donc, en quatrième lieu, on parle de la gestion des actifs, donc de 1,2 million. Lorsque je dis gestion des actifs, pour moi, ça veut dire au niveau du plan financier, une des règles du plan financier est vraiment que 25% du budget du fonctionnement général va envers la gestion des actifs. Dans ce cas ici, on parle de vraiment 3 composantes qui forment la gestion des actifs, c'est-à-dire le capital de l'opération, c'est l'argent qu'on prend du budget de fonctionnement, qu'on envoie envers le budget de capitaux pour payer comptant, si on veut, les projets d'immobilisation. Il y a un 700 000 ici pour le programme de remplacement d'actifs. Donc, ce sont nos actifs qu'on veut prendre garde donc, lorsque c'est qu'il est temps de les remplacer, surtout comme la flotte, exemple. C'est ces argents-là qu'on va prendre au lieu d'aller emprunter. Et en dernier lieu, le service à la dette. On peut voir que le service à la dette, cette année, diminue de 400 000. Il faut dire que le 1,7 million que j'ai passé au conseil dernièrement envers le non-paiement, ou plutôt le paiement cash du renouvellement de la dette fait bonne figure présentement, ainsi que le 492 000 qu'on était supposé à l'emprunter, mais au lieu, on va le payer comptant, donc on n'ira pas emprunter. Comme des raisons, pour l'année prochaine, ça nous fait réduire de 400 000 notre paiement envers la dette. Donc, au fur et à mesure que ce montant-là diminue, ça veut dire que les 2 autres, eux, vont augmenter parce que le total de ces 3-là va quand même toujours demeurer à 25 %. Et en dernier lieu, maintenant, ce sont les dépenses existantes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui ou qui était l'année passée, qui se poursuit dans les années futures, mais qui a augmenté, donc ça coûte plus cher pour offrir le même service, en d'autres mots. Donc, nos salaires existants, donc nos employés, il y a une augmentation salariale de 1,7 million. C'est un peu haut, c'est-à-dire qu'un peu haut. Ça représente environ 6 à 7 % de la masse salariale. Comme vous savez, il y a eu une convention collective qui a été réglée cette année. Les augmentations salariales qui étaient incluses dans cette convention collective-là n'étaient pas incluses nécessairement dans le budget 2023. Donc, c'est une période de rattrapage 2024, en plus des augmentations qui ont été acceptées dans cette convention collective-là, qui représente le 1,7 million pour tous les employés par contre ici. Comme vous savez, on a aussi des nouveaux services. On parle d'immigration, environnement, mobilité urbaine, patrimoine. Donc, ces services-là ont besoin d'un budget opérationnel et dans ce cas-là, ça représente environ 150 000. Les frais administratifs, c'est-à-dire nos assurances, du point de vue légal aussi, ont augmenté de 150 000 $. Le coût d'évaluation foncière, ça c'est basé strictement sur l'assiette fiscale. Donc, comme de raison, l'assiette fiscale a augmenté, comme je vous ai montré tantôt, d'un bon 12,5 %. Donc, le coût d'évaluation aussi va augmenter, donc de 105 000 $. Le service de mobilité, 100 000 $. Puis là, ici, le service de mobilité, là, je parle de
Kodiak Transpo, entre autres, de services à la demande, ces choses-là. L'électricité en augmente d'environ 100 000 particulièrement ici, on parle de l'éclairage de rue qui a augmenté d'environ 50 000 et certains établissements comme le centre aquatique ou le centre des arts, donc il y a des petites augmentations d'électricité là. Le déneigement, on parle de 100 000 ici, donc c'est surtout relié au sel et sable qu'on achète, aussi au niveau des contrats de déneigement, puis de location d'équipement. Donc, en général, le budget de déneigement est environ 1,2 million, je ne me trompe pas, donc on augmente à 1,3, give or take. Il y a les réparations sur les briques de la place 1604, donc on s'est aperçu qu'il y a quand même, grâce aux travaux qu'on a fait cette année, on les continue dans les années futures, donc il y a un 100 000 qui va être dédié là-dessus. Les incitatifs financiers d'un montant de 100 000 c'est que l'an passé, les incitatifs étaient environ 525 000 Cette année, ils atteignent 625 000 donc une augmentation de 100 000 La Commission des services régionaux du Sud-Est, quand même une augmentation de 90 000 de ce côté-là. Là, ici, je vais essayer de faire ça vite, mais essentiellement, l'an passé, ça n'avait pas augmenté, mais il y a eu beaucoup plus de services qui est offert par la Commission des services régionaux du Sud-Est, notamment en mobilité urbaine. Et là, je pense qu'il y en a 5, puis là, je les oublie. Là. Mobilité aussi, là, je viens de le dire. Tourisme aussi, il y a transport, il y avait... En tout cas, il y en a 5 en tout et partout. C'est une augmentation l'an passé qui était environ 150 000 à 160 000 Mais le gouvernement, qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? En réduisant notre montant de financement que je vous ai présenté tantôt, qui descendait qui était à 1,1 million, l'an passé était plus dans les 900 000, cette année, on est à 600 000. Ces argents-là qu'ils ont coupés à travers les municipalités, ils l'ont pris et ils l'ont intégré aux commissions des services régionaux, qui fait en sorte que ça n'a pas augmenté nos coûts parce que c'était payé à travers de ce montant-là qui nous a enlevés. Cette année, ils n'ont pas tout à fait suivi le même principe, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les coûts de 50 % au lieu de 100 %. Donc, les municipalités sont prises à payer le 50 % manquant et c'est ce 90 000-là que ça donne de notre côté. Tantôt, je vous ai parlé de la taxe sur hébergement, donc qui augmentait environ 100 000 de revenus. Et ici, c'est la dépense donc de 70 000 qui est pour destination à Dieppe-Moncton. Et on continue toujours d'augmenter de 50 000 le coût de l'eau. Donc, c'est le transfert du fonds de fonctionnement général au fonds de fonctionnement d'eau et d'égout. Et ça, on l'a fait, ça fait 15 ans que je suis ici, puis on augmente toujours de 50 000 par année. Donc, ça aide de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions? Mme Godbout. Je m'excuse de te demander ça, mais peux-tu me réexpliquer le 90 000 du CSR du Sud-Est? Je m'excuse, j'avoue, j'ai vraiment bien écouté, mais je comprends une partie, mais pourquoi est-ce que c'est un 90 de plus alors qu'on a plus de services qui sont rendus par eux autres? Donc, je vais essayer ça à nouveau. Je suis désolée. L'an passé, les CSR, ils ont à peu près entre 160 et 170 000 de services de plus qu'ils offrent pour nous à Dieppe qu'on doit payer pour. Ces 170 000-là, l'an passé, était couvert entièrement par la province. Cette année est seulement couvert à 50 %. Ça représente 5 services. Là, je ne les ai pas par cœur, malheureusement, ces services-là, mais ça en représente 5. Et de ces 5-là, le gouvernement en paye ou la province en paye 50 %, donc la municipalité doit payer l'autre 50 %. Je pense que la partie qui me donne confusion, c'est si je regarde dans nos budgets, les 5 centres de services qui sont censés nous offrir, est-ce qu'on voit ces aubaines-là dans notre budget, dans ces domaines-là? Est-ce qu'on voit le bénéfice du fait qu'eux autres, maintenant, offrent ces services-là plutôt que la Ville? Est-ce qu'on voit les bénéfices de ces montants-là dans nos budgets, dans ces 5 critères-là? Pas nécessairement, non. Est-ce qu'on en voit une partie? Bonne question. Si vous me permettez. Oui. Alors, non, on ne voit pas encore les résultats. Justement, samedi, les membres du conseil, on était tous invités à une session là, de stratégique. Excellente session qui démontrait les 5 secteurs. D'entre autres, il y a aussi les installations récréatives régionales, il y a les services sociaux.
pour la région du Sud-Est. Alors, ça, c'est deux autres services qui sont maintenant dans le mandat des commissions régionales. Alors, actuellement, ils sont en train de développer des mandats, des plans d'action. Alors, on ne voit pas encore les résultats de qu'est-ce qu'on va voir. On est consulté, on participe à toutes les démarches. On a des employés qui font partie des comités de travail de chacun des nouveaux secteurs. Alors, on va s'assurer qu'on cherche à avoir nos résultats et aussi qu'on paye pour les services qu'on reçoit de la commission régionale et que ce ne soit pas un dédoublement des services que l'on offre déjà. Alors, oui, la province a fait la décision pour nous de prendre des fonds qui étaient destinés aux municipalités. Ils nous ont retiré ces fonds-là pour les rediriger à la commission régionale. Alors, ça, on pourrait débattre sur ce sujet-là aussi. Mais pour tout de suite, c'est imposé, puis c'est comme ça que c'est. Merci, je comprends mieux. Merci, M. Mélenchon. C'est bien. Donc là, on vient de passer à travers pas mal toutes les nouvelles dépenses ou tous les effets qui ont eu lieu qui fait en sorte que nos budgets ont augmenté de 8 millions, comme je démontrais tantôt. Maintenant, on va repasser à travers un peu les mêmes choses. On va parler un peu des mêmes choses, comme je disais, mais c'est un autre angle. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder pour qu'est-ce que c'est qu'étaient les nouveautés, les ponctuels, les transferts à la réserve, des dépenses existantes, etc., là, j'y vais vraiment par département ou par type de dépenses. Donc, on va parler un peu des mêmes choses, mais d'un autre point de vue, si on veut. Donc ici, on parle du 79 millions total de notre budget. Il est classé selon 7 gros types de dépenses, si on veut. Donc, les salaires, qui sont maintenant à 24,7 millions, donc une augmentation de 2,5 millions, qui est le résultat, le 2,5 des nouveaux postes, ainsi que la masse salariale ou l'augmentation de la masse salariale. Les commissions externes de 13,4 millions, donc 500 000 d'augmentation là. On parle entre autres de la GRC de 200 000, on parle de la commission de services régional de 90 000, le Kodiak Transpo, etc., de 200 000. Le coût de l'eau qui augmente d'environ, c'est arrondi, mais c'est plutôt 50 000 ici. Le capital de l'opération, donc on augmente de 5 % et plus par année, donc de 1,5 million dans ce cas ici, pour un budget total de 13 millions. Le service de la dette, on peut voir ici que maintenant c'est descendu de 400 000 pour arriver à 6,2 millions. Le transfert aux réserves de 1,3 million d'augmentation pour arriver à 2,1 millions de budget. Et le dernier point, les autres dépenses d'opération de 17,5 millions pour arriver avec un 2,5 millions d'augmentation. Sur les deux prochaines diapositives, je vais parler justement des autres dépenses d'opération, un petit peu plus en détail. Et puis là, encore une fois, vous allez voir que c'est toutes les mêmes dépenses qu'on va parler de, mais qu'on regarde d'une différente manière. Donc, entretien et réparation, augmentation de 560 000 pour arriver à un budget de 2,5 millions. Dans ce cas ici, exemple, on parle de la démolition de 150 000 du centre Dover. On parle du 115 000 pour le programme de bâtiment, de 100 000 au niveau des briques à la place 1604, ainsi qu'un 100 000 au niveau de l'hôtel de ville en général pour l'entretien et réparation, entre autres pour faire des nouveaux bureaux, comme mentionné tantôt. L'électricité et le chauffage, une augmentation de 100 000 pour arriver à 2,4 millions de budget. Le 100 000, je l'ai mentionné tantôt, quel établissement qui augmentait. L'impôt foncier, ici, ça n'a pas monté beaucoup, seulement de 5 000, donc pour un budget de près de 1 million. Le déneigement, donc 1,2 million pour une augmentation de 110 000. Le coût de l'évaluation, je l'ai mentionné aussi également tantôt, donc un budget de 970 000. Les terrains sportifs et publics. Ici, on voit une diminution de 240 000 pour un budget total de 580 000. Ça, c'est parce que c'est deux ponctuels de l'an passé qui disparaissent. Entre autres, il y avait le 200 000 au niveau de Musicart, donc les travaux qui sont en train d'être effectués cette année pour Musicart, ainsi qu'un 40 000 ou un 30 000 $ pour la signalisation sur les sentiers. Il y avait eu une question tantôt là-dessus, signalisation sentier, mais c'est censé être fait cette année parce que le ponctuel était pour cette année, donc 2023. Communication, une augmentation de 25 000 pour arriver à un budget de 650 000. Octroi et subventions, donc un budget de 770 000, augmentation de 165 000. Entre autres,
on a parlé pour 130 000 pour les événements envers le Musicart, justement. Diverses ententes et études. Ici, une augmentation de 685 000 pour arriver à un budget de près de 1,8 million. On en a parlé aussi. On a parlé du plan stratégie de croissance urbaine, comme Mme Spencer a mentionné tantôt, donc de 235 000 330 000 au niveau administratif, c'est-à-dire l'étude de faisabilité pour le marché. On parle d'initiative pour la francophonie ainsi que la planification stratégique. Et 100 000 au niveau des incitatifs financiers, donc elle avait passé d'un budget de 500 à 600 000, entre autres. Au niveau de la programmation, donc on a maintenant un budget de 660 000. C'est une augmentation de 158 000. Deux choses en particulier, M. Leblanc-Denis les a mentionnées tantôt, au niveau du support pour les groupes communautaires, ainsi que pour c'est rendu, je comprends pas mon écriture, mais c'est des événements francophones de francophonie. Les assurances, une augmentation de 100 000 de ce côté-là, donc surtout au niveau de responsabilité, là, assurance responsabilité de 600 000 de budget. Tourisme, un budget de 500 000. Là-dessus, l'augmentation de 190 000, on parle encore une fois de la taxe sur hébergement qui augmente, donc de 70 000 de ce côté-là, ainsi que les ponctuels. Les technologies de l'information, petite augmentation de 50 000 pour un budget de 430 000. Fourniture, puis là, je n'irai pas trop en détail, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez des petits montants, mais fourniture, conseil, frais légaux, donc des montants respectifs de 400, 380 et 320 000 respectivement. Les nouveaux services, donc comme les 4 que j'ai mentionnés tantôt, qui représentent environ 150 000, donc c'est totalement des nouveaux coûts. Et les autres dépenses qui n'est pas identifiée ici, mais qui est en principe qui est plus bas que 200 000 chaque, ça représente un 200 000 d'augmentation. Puis j'ai regardé vite fait ici, puis on parle, exemple, le service de sécurité. Donc, on voit le monsieur qui se promène, donc on veut augmenter le service de sécurité, c'est un montant de 40 000 environ. Un 32 000 pour des signaux de circulation, ainsi qu'un 31 000 pour la signalisation des rues. Donc, c'est des dépenses ici et là qui fait le 200 000 d'augmentation. Au niveau des commissions externes, donc, il y a eu une question tantôt, là. Le service de police donc, nous est arrivé avec une proposition, une demande de 8,68 millions, qui est vraiment le 200 000 que je vous ai montré tantôt, donc une augmentation de 200 000 par rapport à l'an passé. Je vais faire une astérix de ce côté-là. C'est que le service de police, en 2022, ils avaient eu en 2021. En 2021, ils avaient eu une perte ou un déficit de 1 million. En 2022, ils ont connu un surplus de 2 millions. Donc ça, c'est un chiffre, si on veut, de moins 1 million à plus 2 millions qui se représente dans le budget 2024 qui nous demande. Donc, pour nous, ces 3 millions-là de différence représente, puis si on prend 20 %, exemple, on parle d'environ 600 000 $. Donc, il y a eu une économie juste en décollant de 600 000 $, qui veut dire que finalement, les demandes budgétaires de la GRC étaient de 800 000 $, si on enlève ce surplus-là. Mais parce que le surplus a eu un impact de 600 000 négatif, ça nous donne seulement une petite augmentation de 200 000. Mais en réalité, il y a quand même eu un 9 % d'augmentation qui était demandée en termes de demande de la GRC, là. Au niveau des services de mobilité, ici, on parle d'une augmentation de 187 000 pour arriver à un budget de 1,7. Et lorsque je dis service de mobilité, excusez, ça comprend Kodiak Transpo, mais ça comprend aussi service à la demande, taxibus, service de navette. Puis là, je sais que M. Jérémy doit me regarder puis dire, non, il en manque un. Oui, je sais qu'il en manque un, là, je ne l'ai pas tout de suite, là. Transport adapté, et voilà. Expansion DIEP ici. On propose le même budget que l'an passé, donc de 1,1 million.
Déchets solides, une légère augmentation de 10 000 pour arriver à un budget de 1,5 million. La Commission des services régionaux, mais ça, je pense que je l'ai expliqué tantôt, donc une augmentation, ou j'ai essayé de l'expliquer toutefois, de 90 000, donc pour un budget de 240 000. Et le théâtre Capitole, le même montant que le passé, donc de 75 000, qui totalise en tout et partout un budget de 13,4 millions. Et il faut aussi spécifier, je mentionne commission externe, mais en réalité, c'est plus comme fournisseur externe parce que c'est un mélange de fournisseurs et de commissions ici que je vous présente. Là. Donc, c'est vraiment les services qui sont offerts de façon externe à la ville. Donc, on a terminé les budgets de 2024 pour le fonctionnement général. Avant que je passe à autre chose, je ne sais pas si vous avez des questions ou qu'on continue. Question pour les membres du Conseil, Madame Leboutillier. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, c'était juste un point. Maintenant, ça fait une couple d'années que je siège sur justement les budgets. Et puis, je me demanderais, est-ce que c'est possible de demander justement à nos commissions externes d'avoir des formats assez standards, que chaque année, au moins qu'on a un comparable à l'année dernière, comme qu'on a vu encore cette année, puis les années auparavant, et puis qu'il y a une uniformité. Je pense qu'entre les 3 municipalités, on devrait être capable d'avoir des présentations ou que standardisées. Ça aiderait tous les services et en même temps, ben, on peut voir comme que vous venez de l'expliquer avec, je ne voudrais pas m'imposer ou que ça sort d'une mauvaise façon, c'est que, comme vous savez, les chiffres, on peut faire parler des chiffres, les statistiques, etc., mais c'est important de comparer des pommes avec des pommes. Puis à chaque année, puis au moins d'être capable de valider c'était quoi l'année d'avant comparativement à cette année. Et continuel, et non que ça change. Ah, c'est une nouvelle année, on a une nouvelle présentation. C'est ça que j'aimerais amener, puis félicitations, c'est un budget qu'on voit notre croissance. On a une population qui est notre ville est en croissance, et puis notre structure, comme on peut le voir, autant administrative, ressources humaines, a besoin de s'adapter aussi à ces changements-là. On a besoin de la structure et les gens qui... Ça fait que merci, c'est tout pour moi. Merci. Quelqu'un d'autre? On continue sur le plan quinquennal. Donc, on sort la boule de cristal ici pour nos prévisions des 5 prochaines années, ou plutôt les 5 prochaines années. Donc, on peut voir que ici, à ma gauche, donc j'ai l'augmentation de l'assiette fiscale pour les années à suivre. Cette année, on a reçu un 12,7. Tantôt, je vous ai mentionné 12,5. Le 12,5 était pour DIEP seulement. 12,7 est vraiment pour le grand DIEP, c'est-à-dire que ça inclut les 2 anciennes DSL. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 12,5 et un 12,7, mais c'est un peu les mêmes chiffres. On prévoit 2025, un 8 ensuite de ça, ça pourrait diminuer, comme ça pourrait rester stable. On ne le sait pas, mais on essaie toujours d'être prudent dans nos prévisions et on le diminue légèrement. Je pourrais même vous expliquer un petit peu plus 2025, la raison du 8 2026, un peu moins, c'est vraiment plus un estimé de ce côté-là. Mais il y a un changement qui est en train de se faire au niveau gouvernemental, c'est-à-dire de la province, au niveau des évaluations des résidences. Aujourd'hui, la valeur qui nous a été donnée, c'est la valeur qu'ils estiment en date du 1er janvier 2024. OK, donc, c'est pour une date dans le futur. Cette année, ils nous ont annoncé qu'à partir de 2025, ils vont faire les évaluations, mais avec une date dans le passé. Donc, au 1er janvier de l'année en cours au lieu du 1er janvier de l'année suivante. Qui veut dire qu'arrivé à l'année 2025, la maison, comme tantôt que je vous ai expliqué, qui était rendue à 465 000 en date du 1er janvier 2024, en théorie, l'an prochain va être encore évalué à 465 parce que cette année, on regarde pour le 1er janvier 2024. L'année prochaine, ils vont aussi regarder en arrière et le 1er janvier 2024, qui est la même évaluation. Donc, en principe,
au niveau des municipalités, au niveau Brunswick, il ne devrait pas avoir une grosse augmentation de l'évaluation des maisons pour 2025 parce qu'elle va être prise avec le même montant de référence que 2024. Donc, la seule chose qui devrait augmenter, c'est les nouvelles constructions, comme des raisons. Mais en deuxième lieu, et c'est ce que je vous ai aussi présenté au tout début, mais c'est un petit peu moins clair, là, mais on a pu voir qu'il y a eu des augmentations au cours des 3 dernières années, une augmentation de 15 %, de 25 % et peut-être 8 %, mais je ne sais pas encore. J'ai pris un estimé de ce côté-là. Mais c'est quand même 48 à 50 % d'augmentation pour une résidence dans la ville de Dieppe au cours des 3 dernières années. Le gouvernement ou la province, avec leur programme, si on veut, de protection de hausse, le maximise à 10 % par année. Donc, sur 3 ans, ça a augmenté de 50 %. Sur 3 ans, on va aller chercher 30 %, qui veut donc dire qu'il reste encore 20 % techniquement à aller chercher au cours des 2 prochaines années. Donc, même si que la province fait en sorte que ça sera la même évaluation, les municipalités vont quand même être capables d'aller chercher un autre 10 % d'augmentation à travers la protection qui va être relâchée, si on veut. Donc, c'est un peu là que mon 8 % vient avec mes estimés du relâchement de 10 % en pourcentage, combien va être 10 %, d'autres peut-être un peu moins, etc., avec les nouvelles constructions. Donc, on devrait, a priori, avoir au moins 8 %, peut-être un peu plus. Donc, on verra bien l'année prochaine. L'augmentation des taxes foncières, eux, comme on peut voir, on le propose une réduction de 3 % et par la suite devrait rester stable pour les années à suivre. Mais on aura la même conversation l'année prochaine. Si, mettons qu'on arrive avec une augmentation totale de 13 %, bien, on pourra en discuter à ce moment-là. Mais pour l'instant, si c'est un 8 %, donc ça ne devrait pas être une augmentation ou diminution l'an prochain des taux, des taxes. Les budgets d'immobilisation, il va quand même avec des gros montants, comme vous pouvez voir. Donc, un 31 millions en 2025, un 42 millions en 2026, etc. Les emprunts, on parle de 7,4 millions cette année, 4,6 l'an prochain, 13,7, 3,1 par la suite. Pour ce qui est du 7,4, j'ai un travail que je suis en train de faire présentement. Je veux m'assurer que j'ai un bon je ne vais pas dire handle, je ne vais pas le dire en anglais, parce que c'est ça que je vais le dire, sur qu'est-ce que c'est que je peux transférer en réserve cette année avec les surplus. Donc, ça, c'est un travail que je vais faire, ainsi que comment est-ce qu'on va finir avec les projets capitaux actuels. En bout de ligne, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y aura peut-être plus d'argent en réserve que je pense qu'on pourra utiliser envers les projets 2024, qui fait en sorte que le 7,4 millions devrait être diminué en conséquence. Peut-être un 1 ou un 2 millions. Donc ça, vous aurez cette décision-là à prendre ou que je vais vous proposer ça justement le 14 novembre prochain ou dans 2 semaines, qu'il y aura peut-être une réduction de l'emprunt, qui est une bonne nouvelle en bout de ligne. Mais avec un 7,4 millions d'emprunts de proposer, le ratio d'endettement, lui, comme vous pouvez voir, est devenu quand même à 7,8 %, donc en bas de 8 %, et devrait se stabiliser entre 8,6 et 8 % par la suite pour les années futures. Une chose également peut-être là-dessus, puis je sais que ma collègue l'a mentionné la semaine passée, c'est que le plan financier, il a été écrit en 2018, il est dû à être révisé. Ça n'a pas encore été le cas, mais on n'a pas le choix d'agir maintenant dessus et il y a des choses qu'on fait qui n'est pas dans le plan financier. C'est-à-dire que les emprunts dans le plan financier mentionnent qu'on doit aller à 1,5 million par année. On est loin de 1,5 million par année, là, comme vous pouvez voir. On est à 7,4, 4,6, même 13,7 en 2026. Qu'est-ce qu'on va vous proposer dans le nouveau plan financier? C'est vraiment de rester en bas de la barrière du 10 % de ratio d'endettement. Au lieu d'avoir un montant fixe au niveau de l'emprunt, on y va à cette heure avec ne pas dépasser le 10 % qui se donne à être la moitié de ce que c'est que la province nous permet. C'est-à-dire la province nous permet 20 %, nous on dit hey, on va y aller à 10 % maximum. Donc, c'est ce qui termine ma présentation au niveau des budgets de fonctionnement général. Merci. Question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire.
concernant les emprunts, et parce que il y a l'emprunt, mais il y a le coût de l'emprunt. Fait que ce que le 10 millions aujourd'hui que j'emprunte, peut-être qu'en 2023, en 2021, j'aurais pu emprunter 12 millions. Ça aurait été le même coût à long terme. Fait qu'est-ce qu'on fait cette analyse-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment 10 millions? 10 Peut-être que notre ratio devrait être 8,99 parce que notre coût d'emprunt maintenant devrait être supérieur. Je l'ai tout de suite à 5 si mes estimés sont à 5 La dernière emprunt qu'on a fait est à 4 Je sais que les taux d'intérêt ont augmenté un peu depuis. Donc, c'est pour ça que je les estime à 5 Donc, si c'est ce chiffre-là, à ce moment-là, le ratio est bon. Si par contre que ça arrive à 6 exemple, donc oui, le ratio va augmenter un peu, mais pas tellement. C'est quand même assez minime comme augmentation, là. OK, merci, mais vous confirmez qu'on regarde à toutes ces stratégies-là aussi, là. Merci beaucoup. Merci. Le moment tant attendu. Oui. Ce ne sera pas si long. J'essaie juste de faire apparaître l'autre budget. Maintenant, tu peux le partager. Celui-ci, numéro 1. Et voilà, merci bien. Ah, il a voulu se faire attendre, pareil. Hein? Donc, nous voilà au budget de fonctionnement d'eau et d'égout. Comme M. le maire l'a mentionné, il devrait être un petit peu plus vite, celui-là, à être présenté. Donc, en premier lieu, on parle des taux. Les taux devraient demeurer à 948, comme ils l'ont été depuis 2020 d'ailleurs. Donc, aucun changement de ce côté-là. Qu'est-ce que ça représente au point de vue des budgets? Donc, les budgets sont à 16,1 millions. Les revenus d'eau et d'égout représentent à l'heure d'eux environ 12,5 millions. Ce 12,5 millions-là, c'est une augmentation d'environ 900 000 du budget antécédent. La raison est que le nombre d'unités a augmenté de près de 900 unités. Le 900 unités, on parle d'environ 300 à 350 unités qui sont là à taux fixe, c'est-à-dire les résidences, comme exemple, et il y en a environ 650 qui a augmenté au niveau du non-résidentiel. Excusez, pas du non-résidentiel, des institutionnels, commerciaux et industriels. Donc ici, on parle des appartements surtout qui étaient le montant, ce que c'est qu'on peut les voir, ils apparaissent un petit peu partout, qui est très bien, et ça représente beaucoup plus d'unités pour nous qu'on est en train de vendre l'eau. Il y a le fonds de fonctionnement général, lui, c'est l'argent qui est reçu du fonds de fonctionnement général, donc j'en ai parlé tantôt, qui représente 2,2 millions, ainsi que les autres revenus de 1,38 millions. Ici, on parle de plusieurs choses, entre autres les surplus des années passées. Donc, il y avait 600 000 de surplus de 2022 qui fait partie du 1,38 millions. Il y a aussi les transferts de la réserve, c'est-à-dire qu'on transfère de la réserve un montant de 368 000 pour combler les frais de dépenses ponctuelles que vous allez voir tantôt. Donc, c'est ça qui est le gros du 1,38 millions.
Pour ce qui est des dépenses, donc c'est le même format comme que vous avez vu tantôt. Je prends le budget de 2023 qui était de 14,7. On enlève les deux morceaux qui est le transfert à la réserve ainsi que les ponctuels, donc les frais qui étaient les one-shot deals de 80 000 pour arriver à un budget de base de 14 millions. Du 14 millions pour arriver aux 16 millions, on ajoute 2 millions de dépenses que j'ai divisé en 4 morceaux. Donc, les ponctuels de 2024 qui est de 368 000, donc arrondi ici à 0,37. Les nouveautés qui est de 130 000 les transferts à la réserve de 860 ainsi que les dépenses existantes. Ces 4 morceaux-là, on va les voir plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, en premier lieu, les ponctuels. Il y a pour 293 000 de dépenses ou de demandes ponctuelles pour l'année 2024. Ma prochaine diapositive va l'avoir tout en détail, ce morceau-là de 293 000. Donc, gardez-le en mémoire pour l'instant. Je vais en parler dans 2 minutes. Les deux autres, c'est-à-dire le 60 000 et le 15 000, donc le premier pour le plan de maître d'eau ainsi que la surveillance des flux avec Transaqua, c'était 2 ponctuels qui étaient censés être faits cette année en 2023, qui ne se sont pas réalisés, donc on remet dans les budgets 2024. Pour ce qui est des nouveautés de 2024, de 125 000 ici, on parle vraiment de la portion eau et égout des nouveaux postes qu'on vous a discuté tantôt. Donc, tantôt, j'ai mentionné qu'il y avait 900 000 pour les nouveaux postes. Là-dessus, il y a la portion eau et égout de ces nouveaux postes-là. Donc, en tout et partout, on parle d'environ 1 million. Donc, 900 000 en général et 125 000 en eau et égout. En troisième lieu, il y a les transferts à la réserve de 860 000, c'est-à-dire le 600 000 du surplus 2022, ainsi que le surplus anticipé de 2024, comme j'ai expliqué antérieurement avec le Fonds de renseignement général. Pour ce qui est du près de 300 000 de ponctuels pour 2024, je vais vous les lire. Si jamais vous avez des questions, M. Bourque sera ici ou M. Cormier pourra vous répondre. Donc, au niveau de l'eau, on parle de 62 000 pour l'analyse des risques sur nos commutateurs électriques. Demandez-moi pas qu'est-ce que c'est, mais on l'a pour 62 000. Il y a la calibration des gros compteurs, donc de 2 pouces et plus. Donc, on veut les calibrer, s'assurer qu'ils vont lire la bonne quantité d'eau. Ils sont dû être revisés, donc de 61 000. Pour la conversion des pompes à incendie de la station de pompage de l'aéroport à des pompes variables, donc c'est un montant de 40 000 ici. Au niveau de l'égout, donc, il est demandé d'acheter une nouvelle génératrice pour la station de levage qui est située près de la rue Golfe. Et en dernier lieu, pour 75 000, on regarde à notre futur, on regarde à nos nouveaux développements et à un moment donné, on aura probablement besoin d'une station de pompage. Donc ici, c'est l'étude de préconception pour cette station de pompage qui aurait lieu vers le nord du chemin Melançon, donc pour 75 000, qui donne le total de 293 000. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ici. Ça arrive fini, il n'en reste pas beaucoup là. En quatrième lieu, on parle des dépenses existantes. Donc, les dépenses qui étaient là auparavant, qui se continuent, etc. Au niveau des salaires, ici, on parle d'une augmentation de 340 000 $. Sensiblement les mêmes explications comme tantôt. Au niveau de l'achat de l'eau, on parle d'une augmentation de 115 000 $ ici. Essentiellement, l'achat d'eau qu'on fait de notre ville voisine va augmenter de 1 sou par mètre cube, donc passe de 49 sous à 50 sous. Et en plus, on va en acheter un petit peu plus, c'est-à-dire on passe de 3,3 millions à 3,4 millions de mètres cubes. Peut-être juste à noter, puis je le répète un peu à chaque année aussi, mais ces montants-là de 3,3 et 3,4 millions de mètres cubes qu'on achète de la ville voisine est sensiblement les mêmes montants qu'on achetait en 2012, puis en 2013, etc. Donc, les 12 dernières années, malgré le fait que la ville a grossi à vue d'œil, la quantité d'eau achetée de la ville voisine demeure sensiblement le même. Donc, ça m'impressionne à chaque fois, ça, ce côté-là.
Il faut croire que nos résidents utilisent bien l'eau, qu'ils achètent des accessoires, la vaisselle, ces choses-là qui est vraiment efficace, des toilettes, etc. Parce que vraiment, on n'achète pas plus d'eau qu'il y a 12 ans passés, à peu près le même montant. Ici, on augmente ici de 115 000 $ le capital de l'opération et programme de gestion d'actifs, donc c'est à 5 % de plus que l'an passé. Le service de la dette, également en l'eau et l'égout, on a payé comptant un montant de 766 000 pour ne pas renouveler une dette, donc ça fait vraiment un effet positif de ce côté-là pour l'avenir. Un montant de 165 000 de plus à Transaqua, mais c'est normal parce que plus qu'on a d'unités, alors plus qu'on va payer à Transaqua parce que c'est 210 $ de l'unité, donc c'est normal que ça augmente. Et en dernier lieu, les dépenses opérationnelles diverses. Là, on parle des frais légaux. On a quand même un gros code court qui touche l'eau et l'égout qui a fait augmenter les frais légaux de ce côté-là. On parle des stations de pompage. Il y a quand même l'entretien qui nécessite un petit peu plus de ce côté-là aussi. Les compteurs d'eau, on veut en acheter un peu plus parce que c'est nous qui fournissons les compteurs d'eau pour les appartements, exemple. Donc, ça en prend un peu plus, et etc. Donc, c'est un peu là que le 320 000 $ de dépenses opérationnelles supplémentaires nous arrive de. Maintenant, ce qu'on regarde le budget en son ensemble, notre budget de 16,1 millions, donc l'augmentation de 1,4, où exactement qu'il se retrouve. Donc, au niveau des salaires, une augmentation de 470 000 $. L'achat de l'eau, on a parlé tantôt, 115 000 $. Le traitement de l'eau, des eaux usées, c'est-à-dire Transaqua, une augmentation de 165 000 $ pour arriver à 2,7 millions de budget. Capital d'opération qui augmente d'environ 5 %, donc à 115 000 $. Service de la dette qui diminue de 310 000 $ pour arriver à un budget de 2,4 millions. Les opérations en eau et égout, donc d'un peu plus de 2,3 millions pour des augmentations de 390 000 et 200 000 $. Donc, vraiment, toutes les nouveautés que je vous ai présentées ainsi que les ponctuels se retrouvent pas mal toutes dans ces deux chiffres-là. Les transferts à la réserve qui augmentent de 240 000 $ pour arriver à 860 000 $. Et finalement, la dernière année du déficit que je vous ai mentionné de 675 000 $ par année. Ça devrait terminer en 2024. Donc, c'est tout pour le budget avant d'arriver au plan quinquennal. Donc, si jamais vous avez des questions, sinon je passe à la dernière diapositive. Il semble que non, il semble que ça passe bien. Alors, au niveau du plan quinquennal d'eau et d'égout, pour le tarif unitaire, qu'est-ce qu'on prévoit avec le nombre d'unités qui augmente quand même considérablement à chaque année? Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de trop augmenter les coûts de ce côté-là. Donc, on devrait le rester stable pour les 3 prochaines années. Donc, il restera 948, 24, 25 et 26. Par la suite, il devrait augmenter un peu par année, donc à 964 et 980. La raison de l'augmentation, ça va être relié surtout au fait qu'il y a quand même des emprunts qui s'en viennent et que ça va demander un petit peu plus de sous pour payer ces emprunts-là. Le budget de fonctionnement, donc, passe de 16,1 millions, diminue à 15,6. Ça, c'est parce que, justement, le déficit qu'on absorbe de 675 000 $ va disparaître. Donc, il fait en sorte que ça diminue les dépenses, mais va recommencer à augmenter par la suite graduellement. Les projets capitaux, eux, passent de 7,7 millions à 17 millions en 2026. Donc, c'est quand même des bons projets de ce côté-là. Puis, l'emprunt passe de 3,3 millions à 5 millions, à 6 millions, 4 millions. Donc, c'est quand même des emprunts quand même assez considérables pour un budget qui est un peu plus petit que le fonctionnement général. Et le ratio d'endettement, lui, va passer de 17 %. 17 % d'ailleurs, c'est pas mal le plus bas taux depuis plusieurs années, donc le 17 %, mais devrait graduellement augmenter, comme on peut voir, jusqu'à 21 % en 2028, avec les emprunts qu'on a là de planifier pour l'instant. Comme je disais tantôt, le plan financier qui n'a pas encore été écrit au niveau de l'eau l'égout
devrait avoir une composante justement sur le ratio d'endettement. Puis la province, parce que c'est un budget qualifié de utilitaire, on peut aller jusqu'à 50% de ratio d'endettement. Dans ce cas ici, on arrive à 21. D'après moi, ou qu'est-ce que je vais suggérer dans le plan financier, c'est vraiment qu'on y va à la moitié de qu'est-ce que c'est que la province nous autorise. Donc, on ne devrait pas, ou le maximum devrait être 25%, qui est vraiment la moitié de la province. Sur ce, ça termine les budgets de fonctionnement général et eau et égout 2024. Merci bien. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Autre que dire merci pour les explications détaillées avec tous les chiffres. Je vois qu'il y a même de vos collègues qui ont encore les yeux tout grands ouverts. Veux-tu me dire comment est-ce qu'il fait ça? C'est certain qu'il a passé plus qu'une heure et demie que nous autres, on vient de passer, ou 2 heures que nous autres, on vient de passer là-dessus. Alors, félicitations encore une fois. Je pense que pas mal toutes les questions des membres du Conseil ont été bien répondues. Puis, je pense que d'année en année, on voit que, particulièrement ceux-là qui sont un peu plus nouveaux autour de la table, commencent à comprendre le système un peu mieux et le processus que nos employés entreprennent avec la direction pour arriver à nous présenter ces chiffres-là. Comme communauté, je pense qu'on n'a rien à envier de qui que ce soit. Je pense qu'on est littéralement des leaders dans chaque phase. Alors, on vous remercie de nous faire bien paraître. Puis, on continue le processus, puis on a bien hâte officiellement adopter c'est le mot que je cherche, le budget, excusez-moi, le budget pour la prochaine réunion du Conseil. D'ici là, si on a des questions, évidemment, on va les adresser directement au DG pour les transmettre. Puis, je doute grandement qu'il y ait trop de questions. Merci. Je vois pas. C'est tout pour ce soir. Bonne fin de soirée à tous.